Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de ce journal. Adli Mansour est le nouveau président par intérim d'Égypte. Il a prêté serment ce jeudi matin, au lendemain de la chute du président Mohamed Morsi. Il aura la lourde tâche d'organiser des élections démocratiques dans un bref délai. Un accord politique entre le gouvernement guinéen et l'opposition en vue de la tenue des élections législatives vient d'être trouvé. Cela a fait suite à un long processus émaillé de fréquentes violences. En Égypte, après que l'armée ait destitué le président islamiste Mohamed Morsi pour mettre en place une nouvelle transition politique, le président du Conseil constitutionnel, Adli Mansour, a été nommé président par intérim. Il a prêté serment ce matin et selon lui, ce renversement est une continuité de la révolte de 2011. On l'écoute lors de sa prestation de serment. Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver avec dévouement le régime républicain et de respecter la Constitution et la loi et de veiller aux intérêts du peuple dans leur intégralité et de préserver l'indépendance du pays et l'intégrité avec beaucoup d'honneur et un grand sens de la responsabilité. J'ai été chargé de présider la République pendant la période de transition qui vient. De la part de celui qui a le droit de le faire, c'est-à-dire le grand peuple d'Égypte, le juge et le maître, la source de tous les pouvoirs, après qu'il ait rectifié le 30 juin le parcours de sa grande révolution commencé le 25 janvier 2011. Ce qui est le plus remarquable durant le 30 juin a été de réunir tout le peuple sans distinction. Et les jeunes ont eu le premier rôle. Et ce qu'il y a de plus noble dans cet événement est qu'il est venu comme une expression de la conscience de la nation, une consécration de ses ambitions et de ses espoirs. Il n'a pas été une invitation pour satisfaire des intérêts personnels ou des ambitions particulières. Ceci est de bon augure et plein d'espoir pour préserver les principes de cette révolution et ses valeurs. Nous allons organiser des élections présidentielles et parlementaires avec une vraie volonté populaire authentique. Ceci est la porte unique vers un avenir rayonnant, un avenir avec plus de démocratie, plus de justice, avec un comportement plus pur, un avenir qui consacre la dignité du pays et du peuple. Et l'armée égyptienne, en renversant Mohamed Morsi, a ainsi satisfait la demande du peuple qui pressait depuis plusieurs semaines. Et alors que le président déchu clame toujours qu'il est le président élu d'Égypte, la population a fêté la victoire de l'opposition sur la place Tahrir. La place Tahrir est envahie par une marée humaine. Feux d'artifice, drapeaux, chants, danses. Les opposants de Mohamed Morsi célèbrent leur victoire. Le président égyptien vient d'être destitué par l'armée. Des militaires accueillis en héros que les manifestants portent sur leurs épaules et embrassent chaleureusement. Sur le mur de cet immeuble, un message « Game over, la partie est terminée ». Voici l'avertissement que la foule envoyait à Mohamed Morsi depuis déjà plusieurs jours. Et c'est par cette annonce télévisée que l'armée a scellé le sort du président égyptien. Le général Al-Sisi détaille la transition politique à suivre. Cette feuille de route inclut la suspension provisoire de la Constitution, l'organisation d'élections présidentielles anticipées avec le président du Conseil constitutionnel qui assure l'intérim en attendant d'élire un nouveau président. Aux côtés du chef de l'armée, sur la gauche, Mohamed El Baradei. Mardi, il a été désigné comme la voix de l'opposition égyptienne.
Mohamed Morsi, lui, sait qu'il est au pied du mur. Dans cette vidéo préenregistrée et de mauvaise qualité, il continue pourtant de défendre sa légitimité. Je suis le président élu d'Égypte et tout le monde doit respecter la Constitution. Je demande à tout le monde de veiller sur l'Égypte et sur cette légitimité, la Constitution et la loi. Mais il est trop tard pour Mohamed Morsi. Arrêté, le président égyptien déchu a été transféré jeudi matin au ministère de la Défense. Et plusieurs de ses proches sont également retenus et près de 300 mandats d'arrêt ont été émis à l'endroit des responsables des frères musulmans. Au plan international, plusieurs pays se réjouissent de la nouvelle donne politique en Égypte et ont invité la nouvelle équipe à œuvrer pour l'organisation rapide d'élections démocratiques. Autre pays dans lequel était passé le vent du printemps arabe, la Tunisie, où le président français François Hollande entame une visite ce jeudi. Première visite d'un président français depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Le pays a été dernièrement montré du doigt à plusieurs reprises en ce qui concerne la liberté d'expression, avec les cas d'Efemen et de Weld El 15. La tâche sera compliquée pour François Hollande en Tunisie. Selon son entourage, il va souligner l'attachement de la France au respect des libertés individuelles, tout en évitant de s'ingérer dans les affaires de la justice tunisienne. Car ces derniers mois, les tribunaux ont eu à juger de nombreux cas relevant de la liberté d'expression. Le rappeur tunisien Weld El 15 a écrit une chanson considérée comme insultante pour la police. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme, puis sa peine a été réduite à du sursis en appel. La militante féministe Amina Sboui est-elle toujours en détention? Elle attend de savoir si elle sera inculpée pour avoir peint le mot Femen sur le muret d'un cimetière. 3 militantes européennes du groupe Femen ont aussi passé presque 1 mois derrière les barreaux pour une action seins nus à Tunis en soutien à Amina. Autre sujet de préoccupation, mais qu'Hollande ne devrait pas aborder publiquement, les travaux de l'Assemblée nationale constituante. Ils piétinent depuis plus d'1 an et demi. Plusieurs points font encore débat, comme l'article qui fait de l'islam la religion d'État. Enfin, aucune date n'a été fixée pour les prochaines élections. Enfin, un accord politique entre le gouvernement guinéen et l'opposition en vue de la tenue des élections législatives reportées sans cesse depuis 2 ans. Les 2 parties ont paraphé hier un accord sous la supervision de la communauté internationale. Le 29 septembre, c'est la date retenue pour les législatives en Guinée, à la grande satisfaction du facilitateur Saïd Djinit. On écoute d'ailleurs le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Nous avons tous senti la disponibilité, la grande disponibilité, manifestée par les 2 partis. Et je dois dire aussi bien la mouvance présidentielle. Je dois dire qu'ils sont fait montre de beaucoup de bonne volonté à aller vers un accord, comme l'opposition l'a fait également. Donc je voudrais aujourd'hui vous saluer pour votre courage, pour votre volonté. Ça confirme bien notre volonté du départ, notre conviction du départ, que vous aviez envie de cheminer vers un accord. Vous êtes arrivés à cet accord. Je voudrais tout simplement vous vraiment remercier, vous féliciter. Je suis convaincu que, encore une fois, comme je l'ai dit aux uns et aux autres, les élections législatives, c'est très important pour la Guinée parce que ça va nous permettre de stabiliser son discours. Autre actualité, les autorités ougandaises ont décidé d'imposer une taxe aux commerçants. L'objectif est d'en finir avec les produits contrefaits importés. Les principaux concernés ont entamé un mouvement de colère refusant de faire les frais de cette nouvelle politique. La semaine dernière, voici à quoi ressemblait Kampala, la capitale ougandaise. Une ville au ralenti avec presque toutes les boutiques fermées. Un geste de colère des commerçants et des importateurs. Ils protestent ainsi contre de nouvelles taxes du gouvernement, des frais instaurés pour vérifier la qualité et les normes des produits importés. Entre 235 et 2300 $ en plus, selon le volume du container. Nous voulons que le gouvernement examine ces taxes et essaie de les réduire. Et nous disons que si le gouvernement ne vient pas à notre secours, nous continuerons à protester avec force. La fermeture des boutiques pendant 1 semaine dans la capitale a paralysé l'économie nationale, mais aussi de nombreux commerçants des pays voisins venus s'approvisionner.
fait rien, on ne travaille pas, on paye les loyers, la restauration. Vraiment, c'est difficile pour nous pour le moment. Pour une semaine, ça va nous coûter plus ou moins $250 de manque à gagner. Finalement, l'activité et les embouteillages ont repris en début de semaine. Le gouvernement a accepté de mener des négociations pendant 1 mois avec les commerçants. Pour l'État, l'objectif est clair. Il faut renforcer les contrôles pour mettre fin au trafic de produits contrefaits et de mauvaise qualité. Il y a de plus en plus de sociétés qui veulent s'installer en Ouganda, pas pour vendre leurs produits sur notre marché local, mais ils veulent se servir de notre pays comme réseau de distribution pour leurs produits de mauvaise qualité vers la Tanzanie et le Kenya. Électroménager défectueux, téléphonie contrefaite, denrées alimentaires pas aux normes, l'Ouganda veut faire la chasse à la contrebande. Mais pour ça, il faut la coopération des commerçants qui refusent de payer le coût de cette nouvelle politique. La santé maternelle et infantile au cœur de la rencontre de Dakar sur le suivi des recommandations d'Abuja. Les acquis en la matière sont notables, mais il est capital de sécuriser davantage les produits d'importance vitale et les autorités sanitaires souhaitent que les donateurs s'impliquent plus. Couche très vulnérable, la santé des mères et des enfants préoccupe les autorités sanitaires du monde. Depuis la rencontre d'Abuja, la sécurisation des produits d'importance vitale pour la mère et l'enfant devient prioritaire. À Dakar, des acquis sont notés, mais il faut accélérer le rythme. Différentes sources de financement sont un peu fragmentées et donc on essaye au niveau global de harmoniser ça pour mieux pouvoir répondre aux besoins et aux manques des pays. L'autre chose, c'est que bien sûr, il faut que les pays aussi fassent plus et mettent plus de ressources dans leurs propres ressources domestiques envers ces plans. Le concours des bailleurs serait souhaitable. En Afrique subsaharienne, les budgets alloués à la santé sont faibles. Difficile de respecter les recommandations d'Abuja, mais des États comme le Sénégal essaient de maintenir le cap. Notre responsabilité est d'autant plus grande que nous concevons globalement la sécurisation comme étant un ensemble d'interventions dont l'objectif est d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des produits ciblés au sein d'un système performant, garant d'une offre de qualité pour répondre de façon pérenne et efficiente à la demande des bénéficiaires des prestations. Au niveau mondial, une stratégie pour la santé de la femme et de l'enfant est initiée par l'ONU. Il s'agit d'atteindre dans les meilleurs délais les OMD qui concernent la mortalité infantile et la santé maternelle. On termine au Maroc pour parler de culture au nord du pays. La ville d'Assila est un véritable musée à ciel ouvert. Elle abrite de nombreux artistes. Parmi tous les peintres qui s'y trouvent, certains se détachent réellement du lot. C'est le cas de Karima Jawadi qui peint avec les pieds ou encore de Hafid El Morabet qui, comme il le dit, veut casser la routine de l'art. Assise dans l'une des ruelles de l'ancienne Médina, Karima Jawadi peint ses tableaux en plein air. Âgée de 34 ans et atteinte d'une maladie de naissance qui l'a privée de l'usage de ses bras, l'artiste qui ne manque pas de courage et de volonté a appris à vivre, à peindre et à se débrouiller uniquement à l'aide de ses pieds. Autonome malgré l'handicap, elle peint des paysages imprégnés de mélancolie. Je n'ai jamais fait d'exposition. Assila est un espace qui me permet d'exposer mes œuvres. Je participe aussi aux activités de certaines associations. J'essaie de surmonter mon handicap. Toujours près des remparts de la ville, un jeune artiste allie peinture et développement durable. Il fabrique lui-même ses pigments avec de la corne de bouc et peint sur d'anciens sacs de ciment. On travaille avec le safran, avec l'huile d'argon et avec la corne de moto et avec l'indigo. L'indigo, c'est la chaux de la maison. Comme Nila, on mélange avec la corne blanche. On dit on pense faire quelque chose de différent, on casse la routine de l'art. On travaille sur les sacs de ciment et le ciseau à la main. On a cassé aussi la routine de carré. On fait tout naturel. En attendant d'exposer dans l'une des galeries d'art de la ville, Assila reste l'unique espace d'exposition de ces artistes et surtout leur unique source d'inspiration.
Merci d'avoir suivi Afrique Midi. N'oubliez pas de suivre à partir de 19h45 la prochaine édition d'Information Afrique Soir. Je vous retrouve demain. Bonne journée sur Africable.